Depuis la fin de la dernière ère glaciaire jusqu'à nos jours, la baie des Sept-Îles a abrité des peuples nomades, des pêcheurs téméraires et des gens d'affaires ambitieux. Elle a vu des maisons se dresser modestement sur ses rivages, puis des villages, des villes et la métropole de toute une région du Québec. Elle a vu des industries prendre leur essor, des quais se construire et un petit havre de village se transformer lentement en l'un des plus grands ports océaniques d'Amérique du Nord. Voici la brève histoire portuaire de Sept-Îles. En 1998, le Canada adopte une nouvelle loi maritime qui prévoit la dissolution de la Société canadienne des ports, communément appelée Ports Canada, et son remplacement par une quinzaine d'administrations portuaires canadiennes autonomes. Ces nouvelles sociétés à but non lucratif, indépendantes du gouvernement fédéral, prennent alors en charge la gestion d'un port canadien jugé essentiel aux activités économiques du pays. L'administration portuaire de cette île voit finalement le jour à l'été 1999. Désormais, ce sont des gens de cette île qui assurent la direction de leur port selon une vision purement sept-îlienne. Il y a eu la création d'un conseil d'administration pour en assurer la gouvernance, la saine gouvernance, en vertu des modalités de la loi maritime qui définissait maintenant que les administrations portuaires allaient être sous l'égide de conseils d'administration locaux. À partir du moment où tu deviens une administration portuaire, c'est les gens localement qui gèrent le port de cette île. C'est plus géré par une personne qui relève d'Ottawa, qu'il faut qu'il fasse approuver tous les achats, tous les contrats, tout, qui est assujetti à une approbation qui n'émane pas du milieu. C'est ça la différence. Les retombées économiques sont locales. Là, tu peux faire tes travaux d'architecture, d'ingénierie, tes avocats, tes notaires, tu peux les prendre localement, ce qui n'était pas le cas avant. Ça se passait à l'externe. Le gouvernement transfère au port de cette île la responsabilité des infrastructures portuaires fédérales de la baie, à l'exception du havre de pêche et du Vieux-Quai. La nouvelle administration doit maintenant rentabiliser ses actifs, demeurer financièrement autonome et assurer sa compétitivité sur l'échiquier économique mondial, au même titre qu'une entreprise privée. Nous, on doit faire des profits si on veut être en mesure de rencontrer nos obligations d'entretien des installations. Nous, la loi nous oblige à assurer la pérennité des infrastructures. Ça fait que notre modèle d'affaires, c'est pas d'utiliser de l'argent des payeurs de taxes. On ne reçoit aucun argent des gouvernements pour couvrir les frais d'opération au port. On se doit d'être totalement indépendant et autonome financièrement. L'une des premières réalisations majeures du port de cette île nouvellement autonome aura été de raccorder en 2004 le réseau ferroviaire Arnaud et QNSL au quai du Traversier-Rail, construit dans le secteur Pointe-Noire près de 10 ans auparavant. Les coûts étaient astronomiques de ce projet-là, au niveau du design puis au niveau des matériaux. Puis, en discutant autour de la table des administrateurs du port, on s'est dit, bon, on pourrait peut-être des initiatives. Là. Pourquoi on ne changerait pas le design? Puis, est-ce que nos besoins, comme on ne transporte pas du minerai de fer, sont à ce point importants qu'il faille avoir du neuf puis de la capacité plutôt que d'avoir un lien. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à l'attacher. Puis ils ont été plus loin encore. Ils ont réussi à l'attacher avec une contribution du gouvernement du Québec. Parce qu'à ce moment-là, le gouvernement du Québec avait un programme sur son plan vert des transports, puis il favorisait le transport ferroviaire. Mais si on avait été juste avec l'appareil gouvernemental et bureaucratique, ça ne se serait jamais fait. On n'aurait pas rencontré les normes, on n'aurait pas demandé la contribution du provincial. C'est par ce groupe d'administrateurs-là où on a fait de la chimie, puis on s'est dit, regarde, on va aller là. Et ça, c'est un exemple, là, je veux dire, il y en a plein d'autres, où on s'est dit, pourquoi pas? Et pourquoi pas des navires de croisière à cette île? En 2007, on fonde Destination Sept-Îles Nakawinanu, à qui l'on confie le mandat de promouvoir la ville comme escale touristique auprès des compagnies de croisière. Mais on doit encore construire un nouveau quai capable d'accueillir des paquebots aussi immenses que le Queen Mary II et surtout convaincre le gouvernement du Québec que cette île mérite d'être reconnue comme destination touristique stratégique sur le Saint-Laurent.
Le gouvernement avait indiqué qu'il voulait mettre en place une stratégie pour faire des croisières en eau froide sur le Saint-Laurent. À ce moment-là, on avait été initialement dans une liste. Là, il y avait eu des municipalités ou villes qui avaient été identifiées. Et puis, on a monté un cahier de charges, comme on dit, pour faire valoir notre candidature, parce que ce n'était pas automatique, que c'était agréé, qu'on soit reconnu comme escale pour les fins de cette stratégie-là. Quand on a parti à destination cette île d'Akawinano, on s'est fait traiter de pelleteux de nuages. Puis on a eu même des problèmes à faire adhérer une des ministres responsables du dossier à l'époque. C'était pour dire, on avait l'appui du fédéral, mais on avait de la misère avec le provincial. Grâce au travail acharné d'une équipe locale, cette île obtient finalement le statut d'escale de croisière internationale sur le Saint-Laurent. Le 4 octobre 2010, on inaugure le quai des croisières, une infrastructure de 315 mètres de long située au terminal Mont-Seigneur-Blanche. C'est une bonne nouvelle pour l'industrie touristique, car à partir de la mise en service du quai jusqu'à la fin de l'année 2019, près de 50 000 croisiéristes et membres d'équipage foulent le sol sept-îlien. Afin de répondre aux besoins de nouvelles entreprises minières qui projettent d'extraire des ressources naturelles dans le nord du Québec et au Labrador, le port de Sept-Îles entame en 2012 la construction d'un quai immense de 400 mètres de long. On le baptise déjà quai multi-usagé, puisque sa vocation est de servir toutes les entreprises qui pourraient en avoir besoin. Avec l'éloignement des marchés que nous avons ici comme producteurs canadiens, avec la compétition qui se trouve au Brésil et en Australie, qui produisent de gros volumes, on devait implanter de l'infrastructure vraiment là, de classe mondiale. Le port se présentait comme le promoteur pour implanter non pas 2 ou 3 installations portuaires pour chacun des joueurs, mais une seule, mais à grand gabarit, pour leur permettre de bénéficier des meilleurs effets d'échelle, les meilleures performances de chargement avec les plus gros équipements, puis les meilleurs coûts aussi pour atteindre les marchés. Finalement, il y a eu 5 entreprises minières qui ont conclu des contrats avec l'administration portuaire pour implanter le quai multi-usagé, qui était à l'époque le plus gros chantier portuaire au Canada, avec un chantier d'1/4 milliard de dollars qui était anticipé. On termine la construction du quai multi-usagé en 2015, un imposant ouvrage qui s'avance dans la baie sur quelques 500 mètres entre le quai Pointe-Noire et les ruines du quai de Clark City. Toutefois, 2 obstacles importants retardent de plusieurs années la mise en service du quai. D'une part, les mauvaises conditions du marché du fer et d'autre part, les entraves imposées par la société Cliff Natural Resources, propriétaire des infrastructures ferroviaires qui desservent notamment le quai multi-usagé. Lorsqu'on a complété la construction du quai multi-usagé, on avait un prix qui oscillait à 40 $ US et les 5 partenaires financiers avec qui nous étions, ils étaient en train de considérer la fenêtre n'était plus aussi bonne pour démarrer leur projet. Il n'y en avait qu'un seul à l'époque qui avait démarré ses activités, c'est la société Tata, qui était en vie. Les autres étaient clopin-clopant. Un d'entre eux avait fait faillite et les 3 autres étaient dans une démarche de ménager leur liquidité pour passer à travers le cycle. Tata, à l'époque, s'est heurté devant la difficulté ou devant le blocage de la société Cleveland Cliff pour conclure des ententes commerciales pour utiliser le quai de Pointe-Noire à l'époque, puis aussi accéder au quai multi-usagé. Ils n'ont pas du tout voulu faire en sorte d'accommoder d'autres parties au niveau de l'usage des infrastructures portuaires et ça l'a forcé ou ça l'a provoqué de façon très légitime le port à prendre des recours contre la société pour faire reconnaître ces droits-là et aussi leur faire reconnaître l'obligation qu'ils avaient, puisqu'ils étaient aussi opérateurs d'un chemin de fer d'intérêt national qu'on appelle Common Carrier. Ils devaient aussi, tout comme IOC le fait depuis ses tout débuts, accommoder les besoins de transport pour d'autres expéditeurs de marchandises. Le 20 mai 2015, la société Cliff déclare faillite et dans le cadre du processus de liquidation judiciaire, c'est le gouvernement du Québec qui acquiert ses installations industrielles et ferroviaires à Pointe-Noire. En 2016,
La SFP Pointe-Noire devient le gestionnaire principal des anciennes installations de Cliff et assurera le désenclavement du quai multi-usagé en étroite collaboration avec le port de Sept-Îles. Le 26 mars 2018, on inaugure enfin la mise en service du quai multi-usagé. Au tournant des années 2020, 3 entreprises utilisent la nouvelle infrastructure, où l'on transite en moyenne quelques 15 millions de tonnes de minerais de fer chaque année. La prise en charge locale du port de Sept-Îles ouvre la voie à des innovations aussi sur le plan environnemental. Le 26 août 2013, le port de Sept-Îles et plusieurs partenaires locaux mettent sur pied l'Observatoire de veille environnementale de la baie de Sept-Îles, une démarche novatrice de caractérisation de l'écosystème de la baie. Les intervenants de la région, le cégep de Sept-Îles, le collège, le port, la ville de Sept-Îles, la corporation d'environnement de Sept-Îles, puis des promoteurs privés, voyaient peut-être l'importance, je dirais, de prendre soin de la baie, d'en avoir une bonne connaissance, de poser en quelque sorte un diagnostic, mais aussi des pronostics, puis d'aller chercher conseil pour la protéger, cette baie-là. Le 3 décembre 2018, l'Observatoire de veille environnementale de la baie des Sept-Îles publie son rapport définitif. Les résultats de cette étude permettront au port, notamment, de veiller à ce que l'on adopte les meilleures pratiques en environnement sur la baie comme sur ses rivages. À peine une semaine après le lancement de l'Observatoire en 2013, une catastrophe environnementale sans précédent frappe la baie des Sept-Îles. Le matin du 1er septembre, on omet de fermer une valve après un transfert de combustible aux installations de Cliff Natural Resources, ce qui provoque un débordement de réservoirs et le déversement de plusieurs centaines de milliers de litres de mazout lourd. En raison d'un problème d'étanchéité du bassin de rétention, une partie de ces hydrocarbures toxiques s'écoule dans la baie. On parle d'environ une dizaine de milliers de litres de mazout qui avaient fui, mais d'un déversement encore plus important au niveau terrestre. On parle de 500 000 litres de mazout. Fort heureusement, ce volume-là ne s'est pas retrouvé totalement dans la baie. Uniquement une partie, mais qui a apporté beaucoup, qui a nécessité beaucoup d'efforts pendant tout près de 2 mois pour pouvoir récupérer ces hydrocarbures-là près de la source, nettoyer les berges. En plus d'investir près de 25 millions de dollars pour le nettoyage des lieux, la société Cliff reconnaîtra sa négligence et écopera d'une amende de 821 000 $. En août 2019, le port de Sept-Îles organise une fête au quai Monseigneur-Blanche à l'occasion de son 20e anniversaire en tant qu'organisation autonome. Plus de 1500 membres de la communauté, jeunes et moins jeunes, viennent célébrer leur port et surtout leur bord de mer et la culture sept-îlienne. À l'administration portuaire de Sept-Îles, on dresse un bilan positif de ses 20 ans d'autonomie et entrevoit l'avenir d'un port toujours plus vert dans une ville toujours plus prospère. C'est plus de 500 millions de tonnes manutentionnées en dedans de... un demi-milliard de tonnes manutentionnées en dedans de 20 ans. Je faisais mention tout à l'heure de tout près de 2 millions de dollars qui a été investi ou retourné auprès d'organismes et de besoins dans notre communauté. Ça, c'est aussi très important et significatif parce que le port existe avec les gens qui le nourrissent. C'est de redonner à la communauté. C'est aussi fondamental que de préserver les écosystèmes marins qui entourent le port. Et l'autre élément de fierté, après 20 ans d'existence en 2019, c'est le demi-milliard d'investissement qui a été fait dans tout le bâti ou d'amélioration au niveau du bâti au port avec des nouveaux outils de développement comme le quai multi-usagé. Et nous, au port, on est déjà en mode vigie pour permettre d'accommoder les besoins pour de futurs projets qui permettraient l'utilisation de capacités portuaires pour la production d'énergie verte, pour le bienfait de notre tissu industriel. Puis, comme on l'a toujours fait au port, de jouer notre plein rôle d'agent de développement et de préparer les infrastructures pour le futur. Un avenir intéressant qui pourrait être celui d'être les premiers en Amérique du Nord pour produire de l'acier vert, comme Nord-Côtier, comme Sept-Îlien. C'est le souhait que j'espère qui pourra se réaliser au courant de la prochaine décennie.